Le trophée du Ropreneuriat dans la catégorie bâtiment est décerné cette année à Jean-Marc Otero de la société Néo. Bonjour et félicitations. Bonjour, merci. Avec nous également sur ce plateau, Isabelle Doquier, coordinatrice CRA Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qu'avez-vous ressenti en apprenant ce prix Jean-Marc Otero? Eh bien, j'ai été étonnamment sonné. Un peu sonné parce que lorsqu'on est chef d'entreprise, on a le nez dans le guidon. On est toujours face à l'immensité des problèmes du quotidien. Et donc finalement, sortir un petit peu de ce quotidien pour recevoir un trophée, eh bien on est un peu sonné. En fait, un soir plutôt d'ailleurs, on candidate pour le trophée au CRA, et puis on reçoit un appel, alors on est un petit peu fier. Ça brise la solitude du dirigeant, ça c'est sûr. Et du coup, on est reconnaissant. On réfléchit sur ce marathon qui a duré 2 ans et demi puisque j'ai repris en septembre 2021. On va revenir sur toutes les étapes de ce marathon, mais présentez-nous d'abord en quelques mots, quelques chiffres, votre entreprise Néo. Alors Néo, c'est une société qui est au cœur de la transition écologique et transition numérique. Pourquoi? Parce qu'on fait des pompes à chaleur et autres équipements sophistiqués du même type comme des ballons thermodynamiques, qui fait ensuite de la GTC-GTB, c'est-à-dire la gestion technique des bâtiments, et qui permet d'optimiser le fonctionnement des bâtiments et notamment la consommation énergétique. Et puis, j'ai rajouté, avec mon arrivée, la compétence panneaux solaires photovoltaïques pour mettre sur les toitures. Globalement, aujourd'hui, on est une petite 50aine de personnes, avec une filiale de maintenance en sus, alors qu'on était parti à 35 personnes lors de la reprise. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires contre un petit 6 millions lors de la reprise, qui était juste post-Covid. Qu'est-ce qui a séduit le jury, Isabelle? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le choix était compliqué parce qu'on avait vraiment des dossiers de qualité. On a vraiment été surpris par le niveau des dossiers et j'en profite pour remercier à cette occasion-là, d'ailleurs, tous les gens qui ont candidaté, avec qui on a eu des échanges vraiment intéressants. Et donc, pourquoi ce dossier plutôt qu'un autre? Eh bien, parce qu'en fait, monsieur Otero a suivi toutes les étapes, a vraiment fait un sans faute. Un sans faute aussi bien sur la partie recherche d'entreprise que sur le développement. Pour la recherche d'entreprise, c'est vrai que vous avez eu la bonne démarche, vous avez suivi la formation CRA, donc vous êtes bien préparé. Et ensuite, vous avez bien réalisé que vous ne pouviez pas faire les choses tout seul. Donc, vous vous êtes fait bien accompagner pendant toutes les étapes. Et vous avez même d'ailleurs été jusqu'à garder le cédant au capital, très minoritaire, mais qui vous permet comme ça de garder des relations avec les anciens clients, les clients historiques. Hein. Donc ça, c'était une très bonne idée. Et puis, pour le développement, c'est vrai que vous avez réussi à cibler une entreprise qui était bien dans votre domaine de compétences, dans vos aspirations, et donc ça a facilité. Vous avez développé de nouveaux secteurs, vous avez créé une filiale pour la maintenance de manière à répondre à tous les besoins de la clientèle, et ça c'est également intéressant. Et au niveau RH, vous avez de nombreux apprentis, école ingénieur, CFA, lycée professionnel, ce qui constitue un vivier. Et vous associez vos salariés à la stratégie de l'entreprise. Vous faites beaucoup de formations. Donc tout ça est positif. Et d'ailleurs, le résultat, c'est qu'on voit que vous avez un taux de croissance qui est bien au-dessus de ce qui était prévu dans le business plan initial. Donc bravo. Jean-Marc Otero, cette entreprise, elle cochait de nombreuses cases pour vous. Alors effectivement, dans 2 domaines. Le premier domaine, c'est l'activité elle-même. L'activité, je suis existentiellement convaincu que la transition écologique doit être travaillée très profondément. Et donc, lorsqu'on fait des pompes à chaleur, des panneaux solaires, on est dans ce domaine-là, un domaine nécessaire aujourd'hui et un domaine d'avenir. Et puis, l'autre case qui a été cochée, c'est le fait que c'est une société qui est basée à Mougins, donc dans les Alpes-Maritimes. J'y ai fait ma jeunesse. La zone la plus désagréable, effectivement. Tout à fait. J'y ai passé ma jeunesse, avec mes parents, mes grands-parents qui étaient rentrés d'Algérie dans le sud de la France. J'ai appris à skier dans les Alpes-Maritimes. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de soleil,
Donc, quand on veut faire des panneaux solaires photovoltaïques, c'est plus simple. Et il y a une richesse de clientèle importante, ce qui permet d'offrir effectivement des équipements sophistiqués, notamment donc dans tout ce qui est chauffage ou climatisation. Alors, vous parliez effectivement de cette zone géographique favorable. Pourtant, vous étiez loin de cet univers-là. Racontez-nous ce que vous faisiez avant. Tout à fait. Alors, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé dans le pétrole et le gaz toute ma carrière pour 3 sociétés, Schlumberger, Shell et Total. Et donc, j'ai parcouru le monde entier, de l'Algérie au Moyen-Orient, à l'Afrique du Sud, à la Corée du Sud. Alors, simultanément, on est passé de roi du pétrole, lorsque j'étais jeune ingénieur, à finalement une profession quasiment honnie, puisque lorsqu'on travaille dans le pétrole et le gaz aujourd'hui, on sent bien qu'on pollue la planète. Je dois même dire qu'à la fin, en Corée du Sud, je travaillais sur un site pétrochimique qui fabriquait plus de 10 millions de tonnes de plastique et le plastique n'est pas très recyclable. Donc vraiment, une carrière, pétrole, gaz, voilà. Après, au cours de cette carrière, j'ai eu la chance, à un moment, d'être responsable de la partie électricité chez Total. Alors, il y avait la partie nucléaire, qui n'a pas été couronnée de succès. Et puis, il y avait toute la partie solaire, éolien, hydrolien. Et c'est au cours de ces années passées au développement du solaire chez Total où je me suis dit, oui, très certainement, c'est un métier d'avenir, sans aucun doute. Et il y a toute une partie qui fait référence au solaire sur des toitures, qui doit être réalisée par des PME. Et c'est là où l'idée entrepreneuriale m'est venue. On peut quand même parler d'un virage à 180 degrés, à 360 degrés, enfin, du pétrole au panneau solaire. Oui, ça, c'est sûr, je ne le nie pas. Et puis de salarié à patron de PME. Alors oui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie est faite de défis et le défi d'être entrepreneur, c'est un défi gigantesque, c'est colossal. Donc quelque part, ça fascine lorsqu'on est salarié. Je suis arrivé à 50 ans, mes enfants avaient grandi, donc des responsabilités familiales moins importantes, un petit patrimoine qui permettait effectivement de faire une acquisition, un coup de pouce de la société Total qui permettait de franchir le pas, et voilà, lancer le défi pour une fin de carrière, je dirais une dizaine d'années, une décade, qui permet de se tester, éventuellement faire fortune, et puis surtout participer à ce que j'estime absolument nécessaire, qui est d'améliorer la performance énergétique de la planète, de notre pays. Alors, effectivement, vous avez repris Néo grâce à Total et grâce au CRA. Expliquez-nous. Alors, le CRA est le fondement de ma démarche. D'abord, on m'avait rapidement conseillé de faire la formation du CRA, chose que j'ai faite à Nanterre. C'est vraiment extraordinaire. On a beau croire qu'à 50 ans, on sait tout faire. Non, c'est pas vrai. La formation du CRA est très, très bien. À tel point même que un des formateurs du CRA est aujourd'hui mon coach d'entreprise 3 ans plus tard. Donc vraiment, je suis resté avec eux. Ensuite, je suis passé à la phase de recherche d'entreprise et à nouveau, plusieurs prospects me sont arrivés par le CRA, dont le prospect de Néo est arrivé clairement par le CRA. Enfin, il a fallu concrétiser la négociation. Bon, qui dure, hein, forcément, on a quand même 2 points de vue différents. Et c'est vraiment mon représentant CRA basé à Nice, Jean-Paul Batezzati, qui m'a vraiment permis de déclencher ce qui a permis de gagner le deal contre mes concurrents. Il a vu qu'est-ce qui bloquait et il a identifié et il a été vraiment clé dans cette action finale. Et ensuite, donc, Total a joué un rôle dans le financement, c'est ça? Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Alors, parmi les autres financements auxquels dont on peut bénéficier, il y a le réseau Entreprendre, dont j'ai été lauréat aussi. Donc, ce sont des prêts sans intérêt et sans garantie. Et puis, Total participe au niveau national à la réindustrialisation des territoires et donc fait aussi des prêts sans intérêt, sans garantie. D'ailleurs, à l'époque où je travaillais chez Total, j'en donnais. Cette fois-ci, je l'ai reçu. Isabelle, une réaction sur ce que vient de dire Jean-Marc Otero, notamment sur cet accompagnement du CRA, à la fois la formation et puis aussi le rôle essentiel du délégué, finalement, dans la vie et le parcours de Jean-Marc Otero. Oui, je pense qu'effectivement, reprendre une entreprise, c'est un peu le parcours du combattant. Faut pas se cacher les choses. Et c'est vrai qu'il faut être humble parce qu'en général, c'est la première expérience qu'on a. Et donc c'est compliqué. Et la clé du succès, c'est se faire bien accompagner. C'est vrai.
je pense que le CRA a un peu un rôle de chef d'orchestre, en fait, pour mettre en musique tout ça, pour trouver les bons partenaires, pour les faire travailler ensemble. On a un rôle de poil à gratter, un peu ce que vous évoquiez, le fait de trouver le bon argument au moment d'une négociation, de trouver le bon interlocuteur et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est vraiment en fait essentiel. C'est un accompagnement. En fait, on met au service de nos adhérents nos propres expériences. On a des expériences généralement assez concrètes tous, et ça, je pense que c'est quand même très positif. Et puis, alors après, quand même, soyons clairs. Ce qui est essentiel, c'est le profil du repreneur. Et là aussi, on a un rôle parfois un peu dissuasif pour certains qui ne correspondraient pas au profil. Il faut un candidat, un repreneur qui a une véritable détermination, qui soit obstiné et qui ait une vision de son projet qui soit claire. Voilà. Alors la reprise, elle date de 2021 et vous m'avez dit en préparant cette émission, ça n'a pas été facile du tout au départ. J'ai subi une petite tempête. Alors racontez-nous. Effectivement. En fait, le cédant cédait parce qu'il avait des soucis médicaux. Et du coup, il a dû subir des interventions chirurgicales. Donc la période de cession s'est étalée. Et ça rend la cession plus complexe. Et entre autres, le carnet de commandes à l'arrivée est sensiblement inférieur au carnet de commandes qui a été audité plusieurs mois auparavant. Ce qui fait que les premiers mois post-reprise, il y a eu un trou d'air particulièrement important. En deçà de tout ce qui était écrit dans le business plan et donc en deçà des critères de réussite du LBO, c'est-à-dire du remboursement de la dette. Donc là, une période post-reprise stressante, financièrement très tendue, à tel point même que les actionnaires, et je suis l'actionnaire très majoritaire, ont dû remettre au pot sous la forme d'un compte courant associé. Mmh. Bon, la négociation avec le cédant dans ces cas-là, elle est un petit peu compliquée. La réponse facile qu'il me servait était que ça vient avec la mariée, ces problèmes-là. Bon. Ensuite, il fallait maintenir quand même la bonne relation avec les clients pendant cette période tendue, essayer de remonter le chiffre d'affaires et reconstituer une base financière correcte. Et qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là ? Alors, ce qui m'a manqué, c'est que le cédant, qui était le fondateur, avait tout dans sa tête, était capable de gérer la société à vue de nez, on va dire, comprendre le chiffre d'affaires, la marge et savoir à peu près où est-ce qu'il en était. Évidemment, lorsqu'on est repreneur, initialement, on n'est pas capable de le faire. Or, je n'avais pas de tableau de bord bien construit, solide. Finalement, j'avais une voie d'eau dans l'entreprise et je la voyais pas. Je savais pas où est-ce qu'elle était. Et donc, ça, c'était très, très compliqué. Isabelle, une réaction ? Oui, non, mais ce que je voulais dire justement, est-ce que votre expérience, c'est quelque chose qu'on rencontre malheureusement très fréquemment. Il y a souvent des mauvaises surprises au début parce qu'on n'a pas le temps d'analyser forcément les choses exactement. On n'a pas tous les éléments. Et ça, nous, ce qu'on dit toujours aux repreneurs, c'est prenez le temps de vous poser, de bien analyser les choses. Ne prenez pas de décisions trop rapides. Les premiers mois doivent vraiment être des mois en fait d'observation. C'est important pour l'avenir. Et d'ailleurs, on fait des formations aussi, d'ailleurs, nous, sur les 100 premiers jours de l'entreprise, ou quelque chose comme ça. Et ça, je pense que c'est utile aussi parce que, effectivement, comme vous dites, quand on passe d'un grand groupe où on a en fait en râteau son directeur financier, et que brutalement on se retrouve tout seul, il faut faire très très attention, il faut regarder à tout, et c'est compliqué. Qu'avez-vous fait pour redresser la barre et développer votre entreprise alors après cette tempête ? Alors clairement, c'était un problème de volume d'activité qu'il fallait remonter, donc la chasse au chiffre d'affaires initialement, quitte à gérer la marge de manière un petit peu plus serrée, mais il fallait reconstituer un carnet de commandes qui, hélas, n'était pas au niveau initialement prévu. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il fallait absolument faire rentrer le cash et donc poursuivre l'ensemble des clients qui devaient de l'argent et qui étaient en retard de paiement. C'est une vraie plaie. C'est une vraie plaie en France, c'est une vraie plaie dans le bâtiment, c'est les retards de paiement. Alors je sais que la FFB tente d'agir très profondément, mais il y a une grosse asymétrie de position entre les PME que nous sommes
et nos clients, en sorte que finalement, il est quasiment impossible pour nous d'obtenir des paiements en temps et en heure ou des paiements qui ne sont pas rabotés. Dieu merci, la FFB tente de faire quelque chose et je pense qu'il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Et puis en parallèle, donc ça c'était du court terme urgent, en parallèle c'était débuter à mener une opération de structuration de la société pour le long terme, de la stratégie. Alors là, j'ai été très aidé, entre autres, par l'OPCO, l'organisme de professionnels de formation en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est constructrice, et notamment avec mon point focal, Sophie Bercia, qui a été vraiment très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du lean management pour essayer d'être plus efficace dans notre action au quotidien. On a fait une analyse de la digitalisation de la société pour essayer de capitaliser sur le gain de productivité que peut faire le digital. Et on a fait aussi une structuration qu'on appelle la PCRH, autrement dit une structuration en termes RH dans les recrutements, la formation du personnel. Voilà. Donc deux niveaux, un niveau très court-termiste et un niveau plus long terme pour construire l'avenir. Et votre atout dans cette reprise, c'est quand même cette activité, on peut le dire, qui est dans l'air du temps aujourd'hui. Alors tout à fait. Je suis un fresqueur du climat. Autrement dit, voilà, ça veut dire que je fais partie d'un groupe de personnes, on est plusieurs dizaines de milliers, qui expliquent les conséquences des émissions de gaz à effet de serre anthropogéniques sur l'avenir, sur la société, sur la Terre. Lorsqu'on fait des pompes à chaleur, qui est sans aucun doute le système le plus efficace pour à la fois faire de la chaleur ou de la climatisation, lorsqu'on fait des panneaux solaires, on est au cœur de l'évolution énergétique, il y a plein d'autres évolutions énergétiques de la société. Si on rajoute de surcroît une couche digitale, ce qu'on appelle la GTC, la gestion technique centralisée, on est vraiment ce qui permet où l'on écrit le futur de la gestion énergétique. Donc oui, le président de la République d'ailleurs l'a même cité, il avait cité les pompes à chaleur, la GTC et les panneaux solaires photovoltaïques lors de sa dernière intervention. Ouais, un secteur d'activité prometteur, des compétences aussi reconnues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, parmi les compétences, il y a des compétences qui sont certifiantes. Alors, Calibat, CaliPV, une formation certifiante pour l'installation de bornes de recharge des véhicules électriques. Donc tout cela maintenant est intégré au sein de la société. Je dois dire d'ailleurs que c'est un tout petit peu trop administratif et c'est un petit peu une plaie d'être vraiment qualifié dans tous ces domaines et ça mériterait d'être simplifié. Je sais qu'il y a un grand débat actuellement pour savoir où est-ce que ça va évoluer. Personnellement, j'avais acquis beaucoup de compétences chez Total dans le solaire. Donc ça, j'ai pu importer au sein de la société cette compétence, puisque j'avais créé les premières centrales solaires au Chili, en Afrique du Sud ou au Japon. Et puis, il y a toute la réputation et la compétence de la société acquise depuis sa création, notamment vers son segment de clientèle qui avait été choisi par mon prédécesseur, qui est essentiellement le luxe tertiaire ou individuel, sur lequel il fallait capitaliser, parce que c'est très différent du reste de l'activité, on va dire, du BTP. Alors même si cette activité effectivement est prometteuse, vous êtes dans un secteur qui souffre actuellement, le secteur du bâtiment, de la construction. Qu'est-ce que vous seriez tenté de dire à tous les repreneurs qui doutent et qui souhaitent en ce moment reprendre une entreprise dans ce secteur? Bon, fondamentalement, on s'en sortira par le haut. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une période très difficile, mais il y a une telle demande dans le bâtiment qu'on s'en sortira. Il est certain qu'avec la volonté de moins artificialiser les sols, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, la période de transition est compliquée. Néanmoins, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir d'autres métiers qui vont arriver, de la rénovation ou de la densification. Donc forcément, on va pouvoir trouver d'autres voies, pas celles du passé, pour continuer à avoir une activité très satisfaisante. Et puis une dernière chose, lorsqu'on vise les segments de marché plutôt élevés, du luxe, on sait bien qu'aujourd'hui, cette tranche de population ne cesse d'augmenter. Il y a de plus en plus de personnes riches et donc il faut pouvoir satisfaire leurs besoins.
Isabelle. Oui, non, ce que je voulais juste rajouter, c'est que concernant effectivement le BTP, qui est un secteur qui n'est pas épargné du fait de la hausse des matières premières, des problèmes de recrutement que tout le monde connaît, et ainsi de suite, hein, je pense qu'il y a un point de vigilance qui est important, c'est que ces entreprises gardent un niveau de trésorerie suffisamment élevé pour pouvoir faire face effectivement à des hauts et des bas. Ce sont quand même des secteurs qui sont un peu fluctuants pour différentes raisons. Et donc, c'est important d'avoir un trésor de guerre, en fait, suffisant. Ça me semble vraiment important. Et je rajoute aussi le fait que c'est bien de s'appuyer sur la FFB, parce que la FFB assure, bien sûr, elle défend la profession, mais au-delà de ça, elle assure des services concrets au niveau RH, au niveau assurance. D'ailleurs, je pense que vous en aviez profité. Et puis, elle fait également une assistance en cas, par exemple, de problème avec l'URSSAF et ainsi de suite. Elle peut intervenir en tant qu'intermédiaire. Donc, n'oublions pas, effectivement, cet acteur majeur qu'est également la FFB. Quelles sont vos perspectives d'avenir, Jean-Marc Otero? Développer la société. On l'a déjà dit, un marché que je pense fondamentalement porteur. Développer, entre autres, toutes mes relations avec les apprentis. Hein. Il y a des centres de formation des apprentis ou même des lycées professionnels, donc recruter de plus en plus d'apprentis. Assurer des formations au sein de la société pour qu'on puisse monter en compétences. Et puis, aider aussi d'autres jeunes entrepreneurs qui voudraient s'étendre sur les mêmes domaines et faire profiter. Finalement, c'est un des principes du réseau Entreprendre. On reçoit et on restitue aussi aux autres personnes qui veulent continuer. Un dernier mot, Isabelle? Dernier mot, bravo. Et suite à cet entretien, je peux vous confirmer que le CRA et la FFB ont fait en fait un bon choix pour leur lauréat. Ouais, bravo Jean-Marc Otero, trophée du repreneuriat dans la catégorie du bâtiment. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la FFB qui est aussi partenaire de ce prix. Et merci à vous de nous avoir suivis.